Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Timothée Kellard, donc cofondateur d'EcoDev, qui accompagne des entreprises ou des employeurs dans les politiques RSE et ou mobilité durable. Donc, je vais animer une première table ronde. Donc, je regarde Dorothée, Laurent et Jocelyn, parce que c'est à vous maintenant de venir, puisque du coup, moi, je vais simplement faciliter ces échanges. Donc effectivement, la matinée est autour vous l'avez compris, des enjeux de pouvoir d'achat, d'énergie et de mobilité. Donc je vous laisserai. Alors on a 4 micros pour 3. Non, 3 micros pour 4. Tiens. Et avant de commencer l'introduction, je vais quand même vous laisser peut-être en une minute vous présenter tous les trois. Alors je vais commencer par Dorothée parce que tu es la première. Bonjour à tous, alors je suis Dorothée Desraux, je suis directrice des affaires publiques de Mobiliance et donc je vous réexpliquerai juste après ce qu'est Mobiliance. C'est une fédération professionnelle qui représente les services de l'automobile et de la mobilité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Laurent Perron. J'ai plusieurs casquettes. La première, c'est de travailler dans un institut de recherche sur les mobilités durables, qui est à la fois financé par l'État et par les industriels du secteur, qui s'appelle VDCOM. Et en parallèle de ça, je suis chef de projet de la fresque de la mobilité, qui est un outil de sensibilisation sur les enjeux de la mobilité décarbonée, faite par les shifters étant les bénévoles qui soutiennent les travaux du Shift Project. Bonjour à tous. Donc Jocelyn Loumeto, je suis délégué général de la FP2M. La FP2M, c'est la Fédération des professionnels de la micromobilité. Je donnerai des détails plus tard si vous le souhaitez. Et je suis aussi consultant mobilité d'une manière générale. Merci à vous trois en tout cas d'avoir répondu présent. Donc on va passer là 40 minutes à peu près ensemble, ou 3/4 d'heure. Alors le gros chapeau, hein, vous l'avez tous en tête, mais je préfère reprendre quelques chiffres et on va dire reposer des ordres de grandeur quand même. J'ai repris du coup les chiffres des coûts de l'essence et de l'augmentation de ces derniers temps. Donc comme je ne les connais pas par cœur, je prends mon anti-sèche, mais on a plus 20% sur le gazole sur un an, plus 56% si on prend un recul un peu plus important, parce que j'ai pris là été 2020, 38% pour l'essence, plus 30% sur l'augmentation des coûts de parking aussi. C'est annexe, mais c'est quand même important. On sait que la mobilité aujourd'hui est le deuxième finalement coût et dépenses pour nos ménages. Alors troisième si on est CSP++, mais globalement pour une grande majorité des Français c'est le deuxième poste, à peu près 7 000 euros si je prends à peu près l'inflation et les coûts ces derniers temps par an. Si on prend le filtre ou en tout cas le prisme énergie, à peu près 32% de toute l'énergie finale consommée en France va dans la mobilité, donc à peu près un tiers. Et associé à ça, il y a aussi le tiers de nos émissions de carbone finalement, puisque, et j'arrêterai sur les chiffres là, 90% de notre mobilité dépend des énergies fossiles. Voilà, une fois qu'on a dit ça et qu'on est à la Défense et qu'on a la chance d'avoir beaucoup de transports en commun, on a du mal à bien percevoir, on va dire, toutes ces dimensions. Mais c'est pour ça qu'on voulait avoir un panel assez large, avec des expertises très complémentaires. Et du coup, je vais commencer par les premières questions. Alors, le sujet de la table ronde, où le titre c'était réactivité ou urgence. Bon, je vous avoue que ça m'a amené dans un débat philosophique en préparant la table, mais du coup, on ne va pas rentrer dans le détail de ces réflexions. Mais donc, peut-être commencer par Dorothée. Concrètement, toi qui représentes les intérêts finalement du monde de l'automobile hors constructeur, qu'est-ce que pensent peut-être ces professionnels? Est-ce qu'il y a des signaux faibles? Est-ce qu'il y a des cas concrets sur l'évolution de ces activités ou des coûts en tout cas associés à ces coûts de l'énergie et de la mobilité? Alors, donc, juste voilà, pour vous représenter effectivement ce qui est Mobiliance, donc c'est l'ex-CNPA, Conseil national des professions de l'automobile. Donc nous, on représente vraiment tout le tissu de TPE, PME, ETI qui vont de la distribution automobile au recyclage, c'est-à-dire aux produits en fin de vie. Donc tout ce qui est aussi transformation du parc roulant, puisqu'on a donc on a tout sauf l'industrie, sauf les usines. Et donc on s'occupe de tout l'entretien, réparation du parc roulant, du recyclage des produits, puisqu'on a par exemple les centres VHU agréés qui, voilà, je dirais, désassemblent et proposent le recyclage de l'automobile, mais pas que, puisque aussi, il y a aussi tout le recyclage des vélos, puisqu'on représente aussi les mobilités douces, le vélo, et les startups de la mobilité, donc covoiturage, mobilité partagée, etc. Donc nous, on est vraiment
vraiment, je dirais, dans tout ce qui est transformation aussi du parc roulant. Et on considère quelque part qu'on est aussi un apporteur de solutions. Donc effectivement, moi, réactivité ou urgence, je dirais, il y a urgence, clairement, puisque bon, on a une crise géopolitique qui a différents facteurs et impacts. Le premier impact, évidemment, c'est la crise du pétrole, donc la hausse du carburant. Nous, on a beaucoup travaillé, puisqu'on a les stations-service chez nous, sur le développement, effectivement, de soutien aussi aux ménages, puisque, évidemment, il y a une problématique de pouvoir d'achat qui est centrale aujourd'hui. Avec cette crise du pétrole, mais pas que, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi l'instauration des zones à faible émission, dont vous avez sans doute entendu parler, qui impacte aussi le renouvellement du parc. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. Le consommateur, puisque c'est nos clients, hein, nous on a les contacts directs avec nos clients toute la journée, puisqu'on distribue aussi les véhicules, on a les concessionnaires automobiles, et donc les gens aujourd'hui sont perdus, ne savent pas quoi acheter en termes automobiles quand ils en ont besoin. Aujourd'hui, je rappelle aussi que la dépendance de la voiture, elle reste encore présente, hein, puisqu'il y a à peu près les 3/4 des gens, 74% des Français, qui utilisent quand même leur véhicule pour aller au travail. Donc nous, on est vraiment sur un mix de solutions adaptées aux usages, c'est-à-dire c'est pas forcément la voiture, ça peut être aussi le vélo quand on n'est pas très loin de son travail. C'est déployer des solutions incitatives, développer les infrastructures. Mais en tout cas, il y a urgence aujourd'hui à ce que le consommateur, on le guide. Parce que on est en sortie de Covid. Donc, c'est vrai que le Covid, ça a provoqué aussi une prise de conscience. Aussi, on a vu la COP récemment. Il y a la prise de conscience, évidemment, du changement climatique qui est de plus en plus présente. Et on est vraiment, nous, très, très conscients de cette problématique de décarbonation des transports et des mobilités. Et comme on est vraiment, nous, un peu à la croisée des modes, c'est vrai qu'on veut vraiment agir et contribuer à cela. Peut-être juste, si on revient sur concrètement par rapport aux différentes filières que tu représentes, ou branches métiers, quelles sont celles qui aujourd'hui envoient un warning très fort ou alerte, on va dire, sur une limite de modèle, si on peut parler de limite de modèle? Les stations-service, typiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de transformation pour les distributeurs de carburant. Hein. On l'a vu, c'est très très compliqué. Hein. On sait que demain, le modèle de station-service qu'on connaît aujourd'hui, en fait, il sera encore présent à très très court terme. Donc nous, ce qu'on essaye justement, c'est de guider nos professionnels sur le fait de déployer des nouvelles énergies. Donc là, notamment avec le gouvernement et l'ADEME, on est en train de mettre en place la mise en œuvre d'un fonds de soutien pour les stations, notamment parce que les stations, c'est pas que les réseaux, c'est des entrepreneurs indépendants, donc qui ont en réalité peu de marge, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites stations en milieu rural qui peinent et qui disparaîtront. Donc nous, notre objectif, c'est aussi de les aider à déployer des nouvelles énergies, installer des bornes de recharge. Les bornes de recharge haute puissance, ça coûte très cher. Il y a des stations indépendantes qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de déployer des bornes en milieu rural. Donc voilà, c'est un peu avoir ces capteurs et aider les professionnels à vraiment transformer et aussi décarboner. Ok, merci. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je crois que Fabien Roussel a eu la blague de l'année dans le monde politique avec les pompistes, ou en tout cas... Les stations sont ceux qui ont à la fois le pistolet en main et sur la tête, ou en tout cas ou sur le... Voilà. Donc, Jocelyn, peut-être, ça m'intéresse effectivement d'avoir ton avis et ta position, puisque du coup, là, on a bien compris qu'effectivement, certaines professions sont en difficulté. De ton côté, toi qui défends les intérêts d'autres mobilités, est-ce que tu peux constater un lien entre pouvoir d'achat ou évolution de ses coûts et usage des micromobilités que tu vas nous présenter? Oui, donc la fédération, on a une petite structure comparée à Mobiliance, c'est à peu près une 50aine d'adhérents. Ils sont des fabricants, des importateurs, du service, donc de la formation, de fabrication de batteries, réparation. Beaucoup en ce moment, d'ailleurs, il y a beaucoup de problématiques sur la réparation des nouvelles mobilités. Il y a une vraie pénurie de compétences, de main-d'œuvre, mais je pense que dans le secteur de la réparation aussi, vous avez la même chose. Donc tous ces acteurs-là, donc sur ce qu'on appelle les micromobilités, c'est un peu complexe micromobilité parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses, mais simplement la fédération, elle est
Bon, il y a déjà beaucoup d'organisations qui défendent le vélo, il y a des organisations qui vont défendre les scooters électriques, donc nous, on n'est pas là-dessus, on va être plutôt 80% des engins, ce sont les trottinettes électriques. Sinon, on va avoir de la gyroroue, des cyclomobiles, donc tous ces engins-là qui commencent à émerger, qui commencent à arriver. Et sur la question de urgence ou réactivité, je serais tenté de parler d'urgence, mais en fait, c'est la réactivité, puisque les tendances, la crise aujourd'hui va les renforcer, mais ça fait 2-3 ans qu'il y a une explosion en termes d'usage de ces nouvelles mobilités-là, et ce dont le secteur a besoin, justement, c'est de réactivité. Parce que par définition, les produits ne sont pas spécialement, ils sortent pas du nez en une trottinette électrique. Ça fait 100 ans que les gens voient des trottinettes, pas électriques, mais motorisées. Mais le service, il est nouveau. L'usage est nouveau. Et là, on a plus besoin de réactivité en termes d'adaptation des réglementations, mais aussi des usages, de cohabitation, d'acceptation, d'accompagnement. Donc on est plus dans une tendance où il y a besoin de réactivité pour que l'écosystème se rende compte de ce que c'est ce nouveau phénomène-là. Et c'est ce dont souffrent, on va dire, les micromobilités, c'est soit la sous-estimation du phénomène par beaucoup d'acteurs de l'écosystème, la non prise en compte du tout, et puis de beaucoup, quoi que ça commence à passer, vous vous dites, bah, c'est un effet de mode, à un moment ça passera. Bon, ça, je pense que les gens sont un peu revenus de l'aspect effet de mode. Donc on a plus besoin de réactivité. Quant au lien, il est très clair, excusez-moi, je vais parler de beaucoup de chiffres, je vais sortir beaucoup de chiffres, parce que aussi on a été obligés, nous, fédération, à mener énormément d'études, parce qu'en face de nous, on avait trop de gens qui parlaient de micromobilité avec un peu la politique du doigt mouillé. Ah ben, ça doit être ça, ça doit être ça. Et donc, notre objectif premier, c'est d'être vraiment un centre d'expertise. On objective un peu le discours. On fait énormément d'études. N'hésitez pas, hein, c'est sur notre site internet, c'est gratuit. On met beaucoup de choses à dire. On essaye évidemment de faire beaucoup d'études en collaboration avec France Assureur, avec Allianz, avec d'autres organismes. Donc, je vais sortir certains chiffres. La moyenne d'âge aujourd'hui, c'est 37 ans. C'est très haut. Hein, parce que si on est parisien, on a l'impression qu'il n'y a que des petits jeunes de 17 ans qui sont sur des trottinettes en free floating. On a un dispositif aujourd'hui, par exemple, ça fait 2 ans qu'on a un panel de plus de 800 personnes qu'on a suivi, utilisateurs. Donc ce sont des gens qui utilisent au moins une fois leur trottinette par semaine. On considère que ce sont des utilisateurs réguliers au moins une fois par semaine. Qu'on suit, ils ont un boîtier GPS sur leur trotte. Donc ça nous permet d'avoir de la donnée brute, c'est de la donnée collectée, des points GPS, et tous les mois, pendant 24 mois, ils ont reçu des questionnaires, une vingtaine de questions sur leurs habitudes d'usage, leur profil, ce qu'ils font, comment ils font et autres. Et ça, c'est en parallèle d'autres études qui sont menées sur des questions d'accidentologie, de risque, de pouvoir d'achat, sur les Français en général. Donc on commence à avoir une vision assez dense de ce que c'est que les utilisateurs et de l'interaction avec le reste de l'écosystème. La moyenne d'âge, comme je disais, c'est plutôt 37 ans. 67% des gens qui utilisent des trottinettes électriques, 67% l'utilisent en intermodalité, avec un autre mode de transport, la voiture, les transports en commun. Le monomodal, ce n'est qu'un tiers. Et en général, le monomodal, dans les 1 tiers, c'est près de 80% de wheelers. Vous avez vu les gens avec des gyroroues, eux, ce sont des vrais, on va dire des vrais geeks d'une manière générale, mais des passionnés. Et ils sont très souvent dans la démotorisation, enfin dans la décarbonation totale de leur mobilité, puisqu'on a quand même dans l'ensemble 10% des gens qui déclarent avoir revendu un véhicule parce qu'ils ont introduit un EDPM dans leur mobilité. Donc en général, c'est la seconde voiture, bien sûr. Et dans ces 10%, on a près de 60% qui sont plutôt des wheelers. Donc ce sont des gros utilisateurs d'engins, mais comme je disais, c'est les 2 tiers des gens qui utilisent en intermodalité avec un autre mode de transport. Et sur la question du pouvoir d'achat, évidemment, une trottinette électrique, on va de 200 € à 4000 €. Hein, la fourchette, elle est très large. Sachant que sur le marché, là, pour le coup, on a des chiffres marché qu'on sort depuis 4 ans. Le marché, c'est 53% de trottinettes de moins de 350 €. C'est dommage pour les industriels parce que ça ne fait pas très cher, le prix de vente moyen n'est pas très haut. Ça a tendance à monter, mais il faut voir que le cœur du marché, ce sont des gens qui vont acheter des trottinettes entrée de gamme qui sont en dessous de 350 €. La bonne nouvelle pour eux, c'est que dans 80% des cas de renouvellement,
ils montent en gamme. Les gens montent en gamme. Donc la trottinette, c'est vraiment, on commence par l'entrée de gamme et quand, une fois qu'on s'est rentré dans les habitudes, ils prennent une trottinette de meilleure qualité. Mais dans ces gens-là, c'est pas neutre de dire que 53% font des trottinettes à moins de 350 € parce que le profil d'utilisateur aujourd'hui, on a 49% de CSP-, et 13-14% d'inactifs. Donc inactifs, étudiants, chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, la mobilité en micro-mobilité, c'est essentiellement des gens c'est ceux qui souffrent le plus aujourd'hui d'augmentation des coûts. Et on sait que nous, les tendances, donc l'année dernière, 2021, c'est près d'1 million de trottinettes électriques vendues. Et on sait qu'on va continuer à progresser sur 2022. Les tendances, c'est entre 30 et 35% de croissance en volume. Mais on sait aussi, enfin, on se pose aussi les questions sur est-ce que le prix de vente moyen ne va pas baisser. On sait que de toutes les façons, les gens vont en acheter de plus en plus. Mais étant donné que ce sont ceux aussi qui sont le plus impactés par l'augmentation du coût de la vie d'une manière générale, peut-être que justement, ils vont aller acheter des trottinettes de moins en moins chères. Donc on va avoir du volume, mais est-ce qu'on n'aura pas une baisse pour le coup du prix de vente moyen parce que ils sont essentiellement touchés. On a fait aussi beaucoup d'enquêtes sur justement l'impact de l'augmentation du coût des carburants d'une manière générale, que ce soit dans notre panel d'utilisateurs, mais aussi d'une manière générale d'utilisateurs des mobilités, donc les gens utilisateurs de trottinettes qui ne sont pas dans notre panel. Et là, l'impact, évidemment, il est très fort. On a quasiment 38% des gens qui déclarent économiser entre 30 et 100 € par mois à partir du moment où ils ont utilisé de moins en moins de voitures dans leur mobilité. En fait, au départ, nous, on se dit, mais 100 €, c'est énorme, hein, c'est pas possible. Mais en fait, ça va très vite. Il suffit de dire, j'ai une voiture que j'utilise plus, donc j'ai laissé tomber, je ne paye plus l'assurance, l'entretien, l'essence. En fait, ça va très vite. Hein. Dans l'année, on est entre 2 000 et 3 000 € sur les coûts globaux. Et à partir du moment où il y a une voiture qu'on ne achète pas, c'est très simple de calculer. Donc les impacts sont vraiment importants en termes d'utilisation. Et on sait aujourd'hui que la population qui va utiliser les trottinettes électriques, c'est celle qui... En fait, la crise, c'est une opportunité énorme dans ce secteur, parce qu'il va y avoir des volumes. Et c'est un gros risque, parce que, évidemment, sur les trottinettes les moins chères, il y a moins de marge pour les professionnels. Et s'il y a moins de marge, je risque de me retrouver, moi, avec des adhérents qui vont mettre la clé sur la porte, alors même que la demande va exploser. Donc on est dans un moment un peu paradoxal qui est dû à cette augmentation du coût des transports. Et effectivement, ce qui était étonnant, parce que du coup notre métier c'est de lire une partie de tes études ou d'autres pour après objectiver nos accompagnements, mais effectivement j'avais bien perçu cette population qui finalement n'était pas si marginale en usage, même si le phénomène est récent, et on a tous été étonnés il y a quelques années de voir autant de trottinettes, et on s'est dit mais est-ce que ça va être un effet de mode? Donc non. Et est-ce que les populations qui l'utilisent font du report modal de voiture? Un peu. Beaucoup d'intermodalité si je résume, et surtout c'est effectivement des populations sensibles, et donc du coup c'est un moyen de transport pas cher pour aller au travail finalement. Sur le report modal, là aussi on a des choses, parce qu'on a été obligé de faire beaucoup de choses pour rassurer notamment nos amis du monde du cycle, parce qu'on avait l'impression que tous ceux qui font de la trottinette, c'est des gens qui font pas du vélo. Donc plusieurs fois on leur dit, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes profils. L'utilisateur de vélo électrique n'est pas un utilisateur de trottinette électrique. On a une porosité de 3-4%. Et ça fait 2-3 ans qu'on fait des études où c'est à peu près 3-4%. On a très souvent des gens qui deviennent en plus multiproduits. Quelqu'un ne va pas laisser tomber son vélo du jour au lendemain pour dire maintenant j'utilise la trotte. En général, il fait les deux, mais c'est 3-4%. Mais l'impact le plus important aujourd'hui en termes de... En fait, ce qu'on calcule, ce n'est pas le fait d'avoir laissé tomber la voiture ou autre, parce que, encore une fois, la trottinette électrique, c'est vraiment beaucoup d'intermodalité. En fait, on évalue en volume kilométrique quel est le mode de transport qui a été le plus impacté. C'est ce qu'on détermine et avec du GPS et avec du déclaratif. Et aujourd'hui, sur le mode de transport le plus impacté, on a moins 18% en volume kilométrique sur la voiture, moins 14% sur les transports en commun de proximité, le bus et autres. Donc et ça, on le sait, la voiture, c'est essentiellement des questions de coût. Le transport, c'est essentiellement des questions de confort et de réactivité. On veut aller vite, on veut éviter les bouchons, on veut être confortable. Et on a la bonne nouvelle, c'est que c'est dans la marge d'erreur, mais on a plus 2-3% avec les transports en commun longue distance. Donc on a un rabattement de gens qui utilisent un peu plus
on reste dans la marge d'erreur, mais qui manifestement, soit que c'est stable, soit ils utilisent un peu plus les transports en commun à longue distance, donc TER, RER, à partir du moment où ils ont leur trottinette électrique. Et à côté de ça, on a beaucoup de verbatim, parce qu'on les interroge, on va dans le détail pour savoir pourquoi ci, pourquoi ça. Et on se rend compte que très souvent, le trajet le plus commun, j'utilisais ma voiture pour faire 12 km, parce que en fait, de chez moi jusqu'à la gare, j'ai 3 km, et 3 km, les gens ne marchent pas, faut pas. Concrètement, les gens ne marchent pas. Et donc, plutôt que de faire les 3 km, ils prenaient la voiture sur les 12. À partir du moment où j'ai la trottinette, je fais les trottinettes, je fais ce trajet de 2-3 km en trottinette, je prends le RER et ensuite j'y vais. Et ça nous permet d'avoir effectivement des gains en termes d'énergie, puisque ça aussi on les évalue, qui sont plutôt plus importants pour des gens qui déclarent faire entre 2 et 3 km de trajet. Donc en fait, les plus courts trajets, c'est là où on économise le plus d'énergie. Parce qu'en fait, c'est là où on décarbone le plus. Ok. Donc merci pour éviter les préjugés sur ces modes. Alors bon, bien évidemment, la voiture reste prédominante, hein, on le sait. Dorothée t'en a parlé, mais c'est un tout petit peu moins d'après les derniers chiffres que j'ai vus. 72,5% de gens qui viennent en voiture au travail. En tout cas, depuis les années 90, qui est un peu notre point de repère sur le sujet carbone, on continue d'émettre un peu plus de CO2 sur la mobilité et de dépenser plus d'énergie. J'ai les chiffres, mais je ne vais pas vous les donner maintenant. Et en parallèle, j'ai repris les chiffres de l'INSEE sur les déplacements pour savoir un peu comment se déplacent finalement nos concitoyens au quotidien, nous-mêmes. Alors en fonction des sources, c'est un peu compliqué parce qu'on peut aller jusqu'à 50% des trajets de moins de 7 km. Mais là-dedans, on prend le petit trajet qui permet d'aller chercher sa baguette ou qui permet d'aller déposer ses enfants. Mais si je prends juste le focus de la distance médiane, donc vous voyez, c'est la moitié en dessous, la moitié au-dessus des Français pour aller au travail, elle est de 10 km. Donc, je pose ça sur la table, mais effectivement, on sent que 50% des Français, en distance, font moins de 10 km pour aller au travail. Ce qui, quand même, reste des distances tout à fait acceptables pour peut-être d'autres modes de transport que la voiture seule. Mais tout ça m'amène à pourquoi, comment, finalement, tous ces chiffres qui permettent de nous dire qu'on a un potentiel, un gain, on n'arrive pas à basculer autant que ça, finalement, sur ces autres modes. Donc peut-être Laurent, peux-tu nous donner aussi peut-être quelques éléments, grille de lecture, toi qui sensibilise beaucoup à ces enjeux? Oui, en effet. On constate tous que la voiture a une place complètement prédominante aujourd'hui dans nos trajets, que ce soit en mobilité quotidienne ou en mobilité longue distance. Des chiffres que vous connaissez sans doute par cœur, mais en mobilité quotidienne, plus de 80% des kilomètres qu'on parcourt tous les jours sont faits en voiture. Et 40% de tout ça, c'est fait en voiture tout seul dans l'auto, en autosolisme. Juste une petite parenthèse, une voiture aujourd'hui, ça pèse en gros 1,3 tonne pour trimballer une personne et demie. Donc en gros 1,3 tonne de ferraille, pour utiliser des termes un peu vulgaires, mais 1,3 tonne de ferraille pour trimballer 100 kilos de personnes. Donc ça, c'est le panorama tel qu'il est aujourd'hui. Si on dézoome un petit peu, en fait, on a construit depuis une soixantaine d'années la société grâce et autour de la voiture. Notre urbanisme est construit complètement autour de la possibilité qu'offre la voiture individuelle. Une partie de l'industrie française a été construite autour de la voiture. Les villes, les loisirs, les achats ont été construits, encore une fois, autour de cette possibilité de se déplacer tout seul, et la production de masse des voitures a permis un prix d'accès qui a rendu la voiture accessible à tout le monde. Les taux de motorisation sont extrêmement importants en France, mais dans tous les pays développés du reste. Ça a été rendu possible par un truc magique qui s'appelle le pétrole. Abondant, pas cher, et disponible à peu près partout. Timothée l'a dit tout à l'heure, encore plus de 90% de l'énergie qu'on utilise dans les transports, et en particulier dans la voiture, est issue du pétrole. Donc on entend beaucoup parler de voitures électriques, hydrogène, tout ce qu'on veut, mais pour l'instant, le fait est, et encore pendant plusieurs années, on sera complètement dépendant de notre mobilité de cette énergie fossile qui, même si le prix augmente assez considérablement, reste plutôt pas cher par rapport à d'autres énergies. Et alors le petit problème qu'on va avoir, et là je prends la casquette Shift Project,
c'est que les approvisionnements en énergie fossile et en pétrole en particulier plafonnent déjà depuis un certain nombre d'années et ne pourront que décroître dans les années à venir. Et il ne vous aura pas échappé non plus qu'on ne dispose pas d'énergie fossile en Europe ou très peu. Et donc les tensions d'approvisionnement sur ce type d'énergie vont se contraindre assez fortement dans les quelques années qui viennent. Les rapports de chiffres là-dessus, c'est à partir de 2030, on va connaître une contraction de nos approvisionnements en pétrole, mais aussi en gaz, assez sensible. Donc, pour en revenir au titre de la table ronde, réactivité ou urgence, moi j'aurais tendance à dire les deux, mon caporal. Mais on y reviendra peut-être dans la conclusion, on a quand même tout intérêt à se préparer rapidement maintenant à, d'une part, la sortie des énergies fossiles, mais ça veut dire aussi certainement repenser complètement notre mobilité. Ce que je voudrais dire pour compléter, c'est que les conséquences de la mobilité telle qu'elle est aujourd'hui posent quand même un certain nombre de questions sur la place physique qu'occupe la voiture individuelle dans nos sociétés, sur les pollutions locales, et on reviendra sur les ZFE tout à l'heure, sur le nombre d'heures qu'on perd dans les embouteillages tous les ans, sur la pollution sonore liée au transport. On en a fait l'expérience pendant le confinement. Le plus surprenant là-dedans, c'était le silence lié au fait qu'il n'y avait plus du tout de transport sur les routes et dans les airs. Et puis, au-delà, le problème des émissions de CO2, un tiers des émissions de CO2 pour le transport, la moitié de tout ça, c'est la voiture individuelle. Et indépendamment de nos problèmes d'approvisionnement fossile, c'est aussi un sujet qu'il faut qu'on traite. Alors, bon, je pense que sur le constat, on a bien balayé le sujet. Mais donc, concrètement, si je te pose une question complémentaire, quand tu sensibilises des employeurs ou des citoyens, quels sont les gros freins que tu vois ou les grosses pressions là, qui montent en ce moment et comment éventuellement aborder des éléments de réponse, enfin donner des éléments de réponse. Ouais. Ma conviction intime, c'est que dans la période où on est, il faut sensibiliser et informer le plus possible sur le contexte dans lequel on évolue et dans le contexte de plus en plus contraignant dans lequel on évoluera dans les années à venir. Donc l'enjeu de la sensibilisation, de l'information, à mon avis, il est crucial aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'on acceptera des changements profonds que si on a compris pourquoi il faut les faire. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'agira efficacement que si on sait pourquoi il faut agir. Alors ça peut être un peu la même chose, mais pas tout à fait. Et dans ce contexte-là, il y a un tas d'outils aujourd'hui de sensibilisation, de formation qui existent et qui prennent une large ampleur. Donc là, en l'occurrence, je vous parle de la fresque de la mobilité. Donc il y a un outil de sensibilisation, grand public, employeurs, collectivités, pour justement essayer de comprendre les enjeux qui se cachent derrière la mobilité telle qu'elle est et comment on peut faire dès aujourd'hui pour décarboner la mobilité des personnes. Mais cette fresque-là, elle s'inscrit dans un tas d'autres outils, dont la fresque du climat est la plus connue aujourd'hui, qui va toucher quasiment 1 million de personnes bientôt. J'ai le sentiment que à la fois le grand public, mais aussi les employeurs sont très friands de ce type d'outils, parce que ça permet à la fois de faire de la formation et du team building aussi. Et l'aspect ludique de cette affaire montre que... et le déploiement montre qu'il y a un réel attrait, mais il y a un réel attrait pour le contenu également, sur les informations qu'on peut faire passer. Et ça me semble une étape ou un pied dans la porte indispensable pour passer à l'action efficacement. Ok, merci. Bon, ce qu'on retient aussi là, par exemple, des actualités, c'est qu'effectivement, ce coût de l'énergie ne va pas diminuer, enfin, va plus diminuer a priori. Enfin, l'Agence internationale de l'énergie nous dit elle-même que l'Europe aura finalement d'ici 2030, mais tu l'as déjà dit, des fortes pressions et des tensions sur l'approvisionnement. Alors c'est soit on divise par deux, soit on multiplie par deux, à minima, les coûts, d'après ce qu'ils disent. Donc, mais c'est peut-être minimisé, mais en tout cas, voilà, on voit que l'ordre de grandeur est quand même important. En parallèle, on sent qu'on a quand même des politiques publiques qui font évoluer un certain nombre d'horizons sur ces sujets. Alors on peut prendre l'arrêt du thermique pour une grande partie des véhicules. On prend aussi les zones à faible émission, qui sont des sujets qui opposent a priori beaucoup en ce moment, en tout cas dans les débats,
pouvoir d'achat ou fin de mois et fin du monde. En tout cas, dans les médias, c'est souvent les zones à faible émission, c'est une barrière à l'entrée des villes pour les populations les plus fragiles. Dorothée, par rapport à ces actualités, ces enjeux, quelle est la position de Mobiliance, ou en tout cas la tienne déjà à minima, et comment aider à concrètement trouver des alternatives? Alors, juste aussi pour revenir quand même aussi sur les conséquences citoyens et professionnelles. Donc, en fait, on a, c'est vrai, une double crise. Donc, on a la crise énergie, on a aussi la crise des semi-conducteurs qui impactent l'automobile, puisque vous savez qu'en ce moment, il y a quand même une pénurie de semi-conducteurs. Donc, je ne sais pas si vous avez acheté une voiture récemment, mais on a bien 6 mois de délai en plus juste pour avoir un véhicule, et ça entraîne aussi mécaniquement une envolée des prix des voitures. Donc, moi, ma première remarque, c'est attention, parce que l'automobile, quand même, il y a quand même une dépendance encore aujourd'hui, notamment dans les territoires. Et donc, il faut faire quand même attention à ce que ça ne devienne pas un produit de luxe. C'est quand même ma première, je dirais, ma première remarque. Après, attention aussi au sujet des zones à faible émission. Pourquoi ? Parce que j'entendais tout à l'heure, j'ai quand même une petite remarque, c'est qu'aujourd'hui, le choix des gens d'aller vivre en périphérie des villes, c'est pas forcément un choix, en fait. Bon, n'oubliez pas que les politiques de mobilité, c'est complètement aussi lié aux politiques du logement et à l'urbanisme, et que parfois, en fait, quand on va s'installer, par exemple, vu les coûts des prix du logement à Paris, quand on a une famille, c'est vrai que souvent on va s'installer en périphérie ou voilà, un peu plus éloigné du centre de Paris, et que pour aller au travail, on a une certaine distance. Donc voilà, juste pour dire que attention au prisme, au lien politique logement et politique des mobilités, qui fait que on fait pas, voilà, il n'y a pas forcément juste un choix. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que il faut faire attention au fait d'être... nous, ce qu'on promeut, c'est à la fois l'intermodalité, c'est-à-dire développer des outils pour développer l'intermodalité dans les villes. Et ça, on est encore, je trouve, au début de la réflexion. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire monotransport. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est le transport sans couture. C'est-à-dire vraiment le fait de pouvoir passer d'un mode de transport à l'autre facilement. Pas forcément que l'automobile, comme je disais tout à l'heure. Le vélo, la trottinette. Et on voit que selon les usages, c'est important d'avoir ces outils multimodaux. Après, sur le mix énergétique, c'est aussi important, et y compris pour nos acteurs de l'automobile, de ne pas avoir mono-énergie. Pourquoi ? Parce que sinon, ça entraîne une dépendance. Alors, il y a eu le thermique, c'est vrai. Donc, on sait qu'il y a eu le Fit for 55 qui dit en 2035, plus de vente de véhicules thermiques. Donc, c'est quand même un changement de paradigme pour l'automobile qui est juste... on est à une croisée des chemins. Là, je ne sais pas si vous en avez conscience sur le secteur automobile, mais qui est juste une révolution, je pense, comme on n'a pas connu depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, sur le marché du véhicule électrique, hybride rechargeable, pur électrique, on est à peu près entre 20 et 25%. Donc c'est vrai que ça reste un quart aujourd'hui des ventes. Donc ça reste encore... il y a une progression. Les dispositifs publics incitatifs aujourd'hui, ils permettent de faire progresser. Mais il y a d'autres solutions aussi aujourd'hui. Il y a le 85, les biocarburants, le fait d'installer un boîtier sur son véhicule, ça constitue une solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a les dispositifs incitatifs qui pourraient aussi davantage développer ce fléchage vers ce type de biocarburant. Il y a également le rétrofit. Alors, on a annoncé, on est en train d'intégrer les acteurs du rétrofit au sein de Mobiliance. C'est le fait d'installer une batterie dans un véhicule thermique. Eh bien, ça peut constituer, notamment par exemple sur le véhicule utilitaire léger, sur le VI, des solutions, et notamment dans le cadre de ce développement des zones à faible émission. Et puis, de manière générale, c'est créer des dispositifs incitatifs et fiscaux. Alors nous, par exemple, dans ce qu'on propose, on a notre branche start-up de la mobilité qui s'appelle l'Alliance des mobilités qui propose un crédit mobilité. Donc ça, typiquement, c'est des dispositifs qui peuvent s'ajouter aux dispositifs purement automobiles qu'on connaît aujourd'hui, le bonus écologique, la prime à la conversion. Le crédit mobilité, vous mettez au rebut votre véhicule et à la place d'une PAC pour racheter un véhicule, vous avez une somme, un montant pour développer d'autres modes de mobilité. Bon, ça peut répondre clairement à un besoin de certains usagers en centre-ville, en zone périurbaine. Et de manière générale aussi, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'il faut déployer davantage les nouvelles mobilités, les mobilités partagées dans les territoires. Parce qu'aujourd'hui, on est encore en début de phase. Les AOM ne se sont pas encore suffisamment emparés de déploiement de nouveaux budgets
pour ces nouvelles mobilités. Donc on est encore un petit peu en stade de maturité pas très avancé. Donc il faut déployer aussi pour que les collectivités se saisissent de ce sujet. Après, sur les zones à faible émission, vous le savez, ça a été déployé avec la loi LOM, avec la loi Climat et Résilience. Aujourd'hui, on a quand même 43 métropoles qui doivent mettre en place des ZFE. Donc ça, c'est un sujet quand même qui concerne aujourd'hui à peu près 43% du parc, puisqu'il y a 43% du parc qui, critère 5.4.3, va sortir d'ici 2025. Donc c'est pas du tout neutre, il y a encore une question d'acceptabilité sociale, de pouvoir d'achat. Nous, on avait mené une enquête il y a quelques mois avec Harris Interactive qui montre qu'il y a à peu près 60% de la population qui ne sait pas ce que c'est qu'une ZFE. Donc en fait, ils vont devoir renouveler leur véhicule, mais en fait, la ZFE aujourd'hui, ils n'ont pas pris conscience en fait que demain, leur véhicule diesel ou leur véhicule critère 3 ne pourra plus rentrer dans Paris, Grenoble ou Lyon. Donc c'est quand même un vrai sujet. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut développer les dispositifs d'information sur les ZFE. Ça, c'est un prérequis. Nous, ce qui nous semble, c'est qu'aujourd'hui, la vignette critère, elle devrait être retravaillée. Parce qu'aujourd'hui, elle est juste sur la date d'immatriculation du véhicule. Mais pourquoi ne pas intégrer le fait d'entretenir bien, par exemple, son véhicule ? Parce qu'en fait, on prend exactement la vignette critère, elle ne regarde pas si on entretient bien ou pas son véhicule. C'est-à-dire que les émissions réelles du véhicule, on pourrait dire que, par exemple, au contrôle technique, on vous donne une petite vignette en fonction de vos émissions réelles. Ça pourrait aussi intégrer aussi un peu la problématique sociale sur ce sujet. Donc c'est vrai que les ZFE aujourd'hui, il y a vraiment cette problématique du pouvoir d'achat. Nous, on pense qu'il faut vraiment accompagner et évidemment, il faut garder une stabilité de tout ce qui est bonus écologique et prime à la conversion, parce que si on ne fait pas ça aujourd'hui, l'accélération du parc, elle tient aujourd'hui à ces dispositifs. Et donc, si on veut avoir le moyen de nos ambitions, malheureusement, il faut garder ces subventions à la fois au niveau national et régional. C'est ça qui fait aussi progresser le renouvellement du parc. Oui, j'avais regardé effectivement sur la capacité qu'on a à renouveler le parc français est assez compliquée, puisque du coup, tu as déjà donné les chiffres, mais 33% des voitures sont sur des vignettes critère 2, donc ça va à peu près, mais 48% et pratiquement 50% du trafic généré, c'est 3, 4, 5. Et quand on prend le rythme, il faut à peu près 10 ans pour arriver à switcher ces véhicules. Sachant que ça, c'est théorique et on ne prend pas le sujet pouvoir d'achat derrière ce switch. Parce que 38%, là, ou en tout cas presque 40% des ménages les plus pauvres, c'est cité comme ça dans les enquêtes INSEE, sont ceux qui ont les vignettes 4 et 5. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une corrélation. Alors du coup, comme on arrive bientôt sur la fin, mais j'aimerais quand même rentrer un peu dans des actions très concrètes ou dans des recommandations ou des signaux faibles peut-être qui doivent se déployer. Je vais vous laisser la main à tous les trois, mais concrètement... si on doit prendre la parole face à un dirigeant, un employeur qui veut quand même aider ses collaborateurs à se déplacer mieux aujourd'hui au quotidien, ou éventuellement, alors c'est moins notre sujet aujourd'hui, mais un élu qui parlerait à des citoyens, je vous laisse 1 à 2 minutes chacun pour éventuellement trouver là où le conseil à donner, la recommandation ou le conseil à donner sur des choses très pragmatiques, très concrètes qu'on pourrait déployer dès janvier 2023. Qui veut commencer ? Allez, je me lance. Allez. Dorothée l'a dit, mais en préambule, il faut faire attention à ne pas avoir de prisme urbain. Les situations sont très différentes suivant qu'on habite dans des villes denses ou périurbains ou des zones peu denses rurales. Les situations, encore une fois, sont très différentes et les possibilités ou les leviers d'action qui sont à la disposition des employeurs et des salariés sont là aussi très différentes. Pour autant, à court terme, il y a quand même des trucs qui existent, vous les connaissez tous, et qui peuvent être extrêmement efficaces, aussi bien en termes de pouvoir d'achat que de sortie de la dépendance au pétrole ou de lutte contre le réchauffement climatique. Le covoiturage est un facteur déterminant. Il est de premier ordre dans les émissions, dans les coûts, dans tout ce qu'on veut. L'utilisation des transports en commun et des mobilités actives ou des engins de déplacement personnel peut être une solution aussi, alors pour peu qu'il y ait un minimum d'infrastructures qui le permettent en toute sécurité. On parlait tout à l'heure des 10 km en médian. 10 km, c'est
pour peu, encore une fois, que les infrastructures soient à peu près adaptées, c'est largement à la portée d'un vélo à assistance électrique, hein, largement. En une demi-heure, vous faites ces 10 km. Le télétravail, pour les postes qui sont télétravaillables, est aussi une option intéressante, avec les limites qu'on peut avoir sur le sentiment d'appartenance, sur l'isolement, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, en termes d'émissions et de sortie de la dépendance à la voiture, c'est intéressant. Et puis, un point alors qu'on connaît sans trop connaître, c'est l'éco-conduite. L'éco-conduite, c'est rouler moins vite, rouler moins brusquement, avoir une voiture entretenue et des pneus gonflés. Ça peut paraître trivial, mais l'enjeu là-dessus, il est de l'ordre de 10 à 15% des émissions de CO2, de carburant et d'euros. Et suivant notre point de départ, ça peut aller de 0 jusqu'à 30% d'économie. Des formations à l'éco-conduite, il y a plein d'organismes qui en proposent, ça prend une demi-journée. On pourrait très bien imaginer que tous les chauffeurs, tous les commerciaux, voire tous les salariés qui viennent en voiture soient formés à l'éco-conduite. Et là, il y a un gain direct et en pouvoir d'achat. Ouais, merci pour effectivement l'éco-conduite qui devient un sujet à la mode, mais je me rappelle il y a 13 ans en ayant monté Ecodev, avoir un spécialiste de l'éco-conduite dans ma voiture puisqu'on allait faire un déplacement assez loin en voiture. Et tout de suite, effectivement, l'anticipation aussi, anticiper les feux rouges qui vont arriver, anticiper un certain nombre de choses. Au-delà de la partie énergie, il y a aussi tout l'entretien. Donc c'est un vrai sujet. Et effectivement, on constate que c'est 15% à peu près en moyenne. Donc 15% de gain d'énergie par rapport à ce plan de sobriété, c'est un bon objectif. Jocelyn, du coup moi, de façon un peu basique, je parlerai du FMD, évidemment, Forfait Mobilité Durable, qu'il faut absolument qu'on déploie beaucoup. Parce que moi, j'ai fait, sur 1 an et demi, on a fait près de 300 interventions dans les entreprises, les collectivités, l'espace public et tout. Donc, on a parlé avec beaucoup de monde, des salariés et autres. Et en fait, il faut voir que le Forfait Mobilité Durable, encore plus sur des engins comme des EDPM, vu le coût d'achat, c'est un booster important. Parce que même si il y en a beaucoup qui ne donnent que 200 €, mais quand on achète une trottinette à 450, 200 €, c'est très bien. Mais au-delà de la question du prix, tu parlais d'infrastructure, c'est vraiment ça, l'infrastructure. Le premier frein, c'est la qualité des pistes cyclables qu'il y a autour des entreprises, surtout dans les zones d'activité. C'est mon exemple que je donne souvent, j'ai intervenu sur Rosny-sous-Bois, donc discuter avec c'était l'adjoint-maire chargé de la réinsertion, je crois. Donc ils remettent des jeunes au travail. Le problème, c'est que dans la zone d'activité, donc il y a l'arrêt du train et ensuite il y a 3-4 km pour aller dans la zone d'activité. On a la problématique transport en commun sur les heures qui sont hors heure de pointe, c'est infernal, on attend 3 quarts d'heure, 1 heure. Et donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis des vélos à disposition, des vélos en station. Ils se sont fait voler évidemment 80% des vélos. Et donc ils avaient mis en place, ils réfléchissaient à mettre en place une politique de vélo électrique, donc faciliter l'achat du vélo électrique. Et donc ce qu'on leur a dit, on revient sur la question sociale, dit mais en fait, si vous êtes choisi ce moment-ci au Anguin, ça va très bien. Vous êtes Rosny-sous-Bois, votre population à vous, même si vous les aidez à hauteur de 600 €, un vélo électrique, le prix moyen c'est 2 000 €. Le reste à payer, ils le feront pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à la casse, acheter une petite Clio à 1 000 €. Et ils vont utiliser vieilles voitures polluantes et autres. Ils ne mettront pas le 1500 ou le complément dans un vélo électrique. Donc il faut être pragmatique. Cette population-là, vu la moyenne d'âge, ce serait plus simple pour vous de les aider à acheter une trottinette électrique qu'un vélo électrique parce que ça ne marchera pas. Nous, on a eu des villes avec lesquelles on a discuté, où on a pas mal arrosé, parce que sachez que, au moins pour le coup, les trottinettes électriques, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de subvention, il n'y a rien du tout. Par exemple, je me rappelle, la ville de Nantes nous avait dit oui, mais vu le coût, les gens n'ont pas besoin d'être aidés. Exactement le même raisonnement que quand on disait qu'il faut aider pour le vélo mécanique. On disait non, ça coûte pas cher, donc les gens n'ont pas besoin d'être aidés. Oui, mais en même temps, c'est ceux qui ont le moins de moyens qui devraient pouvoir en profiter. Donc, on pourrait toujours épiloguer sur les questions d'aide financière, mais honnêtement, l'aide financière pour les trottinettes électriques, la vraie question, c'est les gens achètent aujourd'hui des engins à 300 €, 250 € qui ne durent pas. Et la problématique qu'on a, c'est ça. C'est pas simplement que mes professionnels fassent plus de marge. C'est une vraie question de durée de vie. À partir du moment où on l'utilise, c'est évident que quand on va acheter un engin qui coûte 300 balles, ça ne peut pas être la même durée de vie que quand on va mettre 1 000 €. Donc la question de durée dans l'utilisation est importante. Mais le plus important pour moi, je pense aujourd'hui, c'est vraiment l'infrastructure. Dans les entreprises, mettez des parkings sécurisés pour les trottinettes. Parce que on a 8% de vol en ce moment. En 2019, quand on me parlait de vol de trottinettes, ça n'existait quasiment pas, sauf le carjacking, l'hijacking, bien sûr.
Mais on n'avait quasiment pas ça. Depuis 1 an, on voit le vol. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont de plus en plus avec leur trottinette. Ils ont besoin de les garer. Rien n'est adapté. Les supermarchés, de plus en plus, n'en veulent pas parce que vu le volume maintenant, ils veulent voir de moins en moins de gens qui se baladent avec des trottinettes à l'intérieur, ce qui est normal. Les foires, les salons, on ne se balade pas avec. Les restaurants, il y a 3 ans, je prenais ma trottinette, je mettais dans un coin, ça n'embêtait personne. Maintenant, ils en ont de plus en plus. C'est évident qu'ils n'en veulent plus à l'intérieur. Donc la question du parking sécurisé, même simplement un arceau avec 2 anneaux, ça devient de plus en plus un vrai frein. Parce qu'on a des gens dans notre panel qui se sont fait voler 2 fois, 3 fois leur trottinette, ils ont arrêté. Sachant qu'ils avaient déjà arrêté le vélo parce qu'ils s'étaient fait voler le vélo. Donc ce sont des gens qui vont faire quoi? Qui vont revenir à la voiture, qui vont revenir encore une fois, le problème c'est pas la voiture, c'est vu leur pouvoir d'achat, ils vont acheter, encore une fois, ils vont aller à la casse à Saint-Denis, acheter une vieille voiture à 1 000 € et on n'a pas résolu le problème. Et il y a un proverbe qui illustre bien tes propos, c'est qui achète pas cher achète 2 fois. Pour finir, Dorothée, donc je retiens par contre le forfait mobilité durable effectivement comme un outil pour financer la pratique, en tout cas l'achat. Et donc on a fait un baromètre, on tient un baromètre pour le ministère du coup de l'écologie et des transports sur le déploiement du forfait mobilité durable. Je vous encourage à aller taper baromètre FMD pour aller récupérer les données. Il y a des freins et leviers justement. Et Dorothée, pour conclure, donc concrètement. Je rejoindrai un petit peu mes 2 collègues. Déjà, effectivement, déployer des dispositifs comme le FMD, le faire mieux connaître aux entreprises, parce que je pense qu'effectivement, il y a encore un sujet de méconnaissance du dispositif. C'est encore beaucoup connu, je pense, surtout des grosses entreprises. Je pense qu'il va falloir le déployer aussi au niveau des PME ou des ETI qui, je pense, se sont moins emparés jusque-là de ce type de dispositif. Après, côté accélération de véhicules propres, il y a des dispositifs sur lesquels on est en train de réfléchir, type leasing social. Alors attention, c'est vrai que c'était une promesse d'Emmanuel Macron, le leasing social. Il faut faire attention quand même de ne pas subventionner, et là je reviendrai sur l'argument de souveraineté, que des véhicules produits à l'autre bout du monde, parce que là on peut quand même se dire que le bilan carbone de ces produits, si on regarde du puits à la roue, c'est pas forcément non plus complètement qualitatif. Donc nous on travaille beaucoup sur ces dispositifs. C'est vrai que le leasing social c'est une bonne idée à la base, mais ça veut dire quand même réindustrialiser en France. On voit aussi le sujet des gigafactories. Sur le sujet de l'électrique, il y a quand même le fait de relocaliser et de déployer les solutions électriques aussi en France, avec de la production de véhicules électriques en France. Donc bien penser à tout ça. Je reviendrai juste sur un sujet, mais en fait, il y a aussi le fait, il y a aussi un sujet de concurrence entre les acteurs au sein de la filière, notamment sur les data, par exemple. C'est un sujet plus technique, mais avoir un accès équilibré aux données, c'est aussi développer des nouveaux services et donc du coup déployer de la mobilité décarbonée. C'est vrai que ça, c'est un sujet peut-être un peu plus technique, un peu plus... on le voit moins, c'est en dessous des radars, mais développer des usages... pas que sur l'amont, mais aussi sur l'aval et multi-opérateurs, c'est très très important pour le pouvoir d'achat et pour la décarbonation. Et puis après, le sujet des infrastructures qui est majeur, donc le déploiement des bornes de recharge. Nous, on travaille au niveau de Mobiliance sur un plan de déploiement d'à peu près 10 000 bornes dans les services de l'automobile parce qu'on maille le territoire. Ce sera des bornes ouvertes au public, notamment, puisque ce plan-là cible spécifiquement les bornes ouvertes au public. Donc vraiment déployer à la fois bornes de recharge et puis après infrastructure aussi, par exemple pour la mobilité partagée, le covoiturage. Nous, dans l'article 301 qu'on est en train de travailler avec le ministère de l'écologie et le CGEDD, on essaye de déployer un certain nombre de solutions. Par exemple, il y a le fait de favoriser des dispositifs pour favoriser, selon le taux d'occupation des véhicules, on pourrait se dire, tiens, un péage autoroutier, il est moins cher parce qu'on est plus nombreux dans un véhicule, ou déployer des voies dédiées au covoiturage davantage que ce qui est fait aujourd'hui. Un accès privilégié, pourquoi pas aux ZFE, selon le taux d'occupation du véhicule. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a encore... on peut déployer beaucoup de solutions sur la mobilité partagée. Je pense que c'est pas encore assez fait, donc il faut inventer des choses nouvelles là-dessus. Merci. Du coup, on peut conclure par dire que finalement, il n'y a pas tant d'innovation que ça si on prend des innovations technologiques dans ces réponses et ces solutions, parce que ça fait quand même plus de 10 ans, 15 ans que tous
ces sujets, on en parle. Peut-être que là, c'est la bonne occasion, effectivement, de concrétiser un peu plus. Merci en tout cas pour votre participation. On a légèrement débordé, désolé Antoine. Mais je vous laisse maintenant la main pour la deuxième table ronde.